La plupart des gens qui n'arrivent pas à trouver un travail aujourd'hui n'ont pas un problème de compétence. Ils ont en fait un problème d'invisibilité. Et c'est un constat hyper brutal quand on y pense, ouais. Le marché a tellement muté que chercher un emploi aujourd'hui avec les conseils d'il y a 5 ans, c'est partir avec un handicap énorme. Le système est juste saturé, quoi. Mais complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plonger dans une tonne de données hyper récentes. On a rassemblé des rapports RH de cette année, des analyses sur les nouveaux algorithmes de tri et des stats honnêtement assez effarantes sur ce fameux marché caché de l'emploi. C'est clair que les données, elles font un peu peur au début. Ouais, mais l'objectif de cette discussion, c'est justement de déconstruire tous ces mythes dépassés. On veut comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'écran pour que ceux qui nous écoutent arrêtent de s'épuiser en fait. L'idée, c'est de stopper cette procrastination face aux annonces et de reprendre le contrôle grâce à un truc fondamental, la clarté radicale. C'est exactement ça. Parce que les règles du jeu, elles ont changé en silence. Et c'est ça qui crée une souffrance énorme. Les candidats, ils continuent de préparer leur dossier avec des vieilles recettes, persuadés qu'un humain va lire leur parcours avec attention. Mais la réalité, en face, elle est mécanique. C'est-à-dire mécanique. Les recruteurs ne lisent plus du tout de manière linéaire. En fait, ils filtrent, ils scannent et surtout, ils éliminent massivement. D'accord, donc décortiquons un peu cette mécanique de filtre. Si on commence par la pièce maîtresse, le totem absolu de la recherche d'emploi, c'est le CV, non? Ouais, le fameux CV. Parce que l'idée reçue numéro 1, celle qu'on nous répète depuis le lycée, c'est que le talent brut finit toujours par se voir. Genre, si le parcours est dense, exhaustif, le recruteur va forcément déceler le potentiel. Eh ben, c'est faux. Ce mythe de l'exhaustivité, c'est vraiment le premier responsable des candidatures qui finissent aux oubliettes. Aujourd'hui, vouloir tout dire sur un CV, c'est la garantie absolue de ne pas être lu. Les chiffres de nos sources sont glaçants. Un recruteur passe en moyenne 7 à 10 secondes sur un profil lors du premier tri. Attends. 7 à 10 secondes? Mais c'est rien. C'est le temps de lire le nom, le titre de la page et peut-être une ligne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est hyper court. Mais si on se met à la place, je sais pas, d'une chef de projet senior avec 15 ans de carrière, c'est impossible à résumer en 10 secondes. Pour beaucoup, c'est même perçu comme un manque de respect, non? C'est souvent perçu comme tel, ouais. Et c'est hyper compréhensible. Mais il faut voir la logique mathématique derrière. Une offre classique sur LinkedIn aujourd'hui, ça génère entre 150 et 400 candidatures en 48 heures. Ah ouais, la vache! Et pour des secteurs comme les RH ou le marketing, on frôle les 800 candidatures. Donc le recruteur, il peut juste pas accorder 5 minutes par CV. Le but de ces 10 premières secondes, c'est pas de comprendre toute une vie professionnelle. C'est de faire le tri tout de suite. Exactement. C'est juste de décider si la 11e seconde mérite d'être vécue. C'est un test de pertinence immédiate, pas une évaluation des compétences profondes. C'est fou. En t'écoutant, ça me fait grave penser à la mécanique d'une appli de rencontre, en fait. C'est tout à fait ça, hein. Si l'info clé, le fameux match entre le besoin de la boîte et la promesse du candidat saute pas aux yeux, on swipe à gauche, rejet immédiat. Mais au-delà de l'humain qui est pressé, les études parlent aussi beaucoup du barrage mécanique, tu sais, les fameux ATS. Ah, les Applicant Tracking Systems, ouais. En gros, ce sont des logiciels de gestion et de tri automatisés. Aujourd'hui, on est sur 60 à 70% des grandes entreprises en France qui s'appuient sur ces algorithmes. Donc bien avant qu'un humain ne pose les yeux sur le CV, pendant ces fameuses 10 secondes, il y a une machine qui fait le ménage. C'est ça, un premier gros nettoyage. Et techniquement, ça marche comment ? Parce que là-dessus, on entend tout et son contraire. Le conseil hyper classique qu'on voit partout, c'est bourrer votre CV avec les mots-clés de l'annonce pour tromper le robot. C'est une bonne idée, ça? C'est un piège, mais alors, hyper dangereux. Le problème, c'est que ces logiciels ne recrutent pas vraiment. Ils cherchent pas les talents. Ils sont programmés pour parser le texte, donc pour l'extraire et le structurer. Et ils éliminent ce qui est illisible ou hors sujet. Ok, donc il faut être lisible. Oui, mais attention, si un candidat gave son CV de mots-clés, il passe peut-être la machine. Sauf que derrière, ça atterrit sous les yeux du recruteur humain. Et là, si ça ressemble à un mur de texte illisible et sans âme, rejet à la seconde 3. Donc, si je comprends bien, le CV magnifique sur 2 colonnes avec les petites jauges de compétences en couleur et des icônes partout, c'est le cauchemar de ces logiciels. Une catastrophe. Les ATS, ils lisent de gauche à droite et de haut en bas, basiquement. Un formatage en colonne, ça va mélanger les dates avec les descriptions. Le profil, ça devient une bouillie de mots pour le logiciel. Et paf, rejet automatique. Ah ouais, donc on se tire une balle dans le pied avec le design. Mais alors comment on fait en pratique? C'est quoi l'équilibre entre plaire à l'algorithme et plaire à l'humain? Il faut des termes hyper précis mais naturels. La règle, c'est la preuve concrète, pas l'opinion. Prenons un exemple classique. Un candidat va souvent écrire en titre de CV «
consultant RH polyvalent, avec une forte capacité d'adaptation. Ce qui, au fond, veut tout et rien dire. Tout le monde pense s'adapter facilement. Grave, c'est long, c'est vague, la machine s'en fout et l'humain s'ennuie. Ce que les données recommandent, c'est la spécificité radicale. Écrire plutôt consultant SIRS H, 6 ans, spécialiste Workday. Ah, boum. Clair, net, précis. Voilà, SIRH c'est le jargon métier, Workday c'est l'outil technique, et 6 ans c'est la seniorité. En 6 mots, le recruteur il sait exactement à qui il parle. C'est clinique, en fait. Mais du coup, dans le corps du texte, comment tu prouves cette compétence? Avec des chiffres. Et ça, c'est un des points les plus ouf des études. Raconter qu'on a géré des projets importants, franchement, ça déclenche rien. Mais écrire « J'ai piloté un déploiement technique sur 3 pays pour 1200 personnes avec une baisse des bugs de 15% en 6 mois », là, le cerveau du recruteur y fait pause. L'impact est immédiat, ouais. Rien que le fait de quantifier, ça fait grimper le taux de réponse moyen de 8% à près de 22%. Presque 3 fois plus de retours juste avec des chiffres nus. C'est dingue, parce que ça explique tellement la perte de confiance en soi de beaucoup de gens. Quand on n'a aucune réponse, on se dit « je suis nul, mon expérience vaut rien ». Alors que pas du tout. Bah oui, souvent c'est juste un problème d'interface. L'expérience est là, mais le format bloque tout. Et j'imagine que c'est pour ça que la règle du CV sur une seule page, elle est toujours valable. Plus que jamais, ouais. Les données montrent qu'une seule page performe 2 à 3 fois mieux que 2 pages. Le recruteur ne doit pas chercher l'info, il ne doit pas scroller, la valeur ajoutée doit lui sauter au visage. Bon, ça clarifie bien le rôle du CV, qui devient une vraie fiche technique. Mais attends, on fait quoi de la lettre de motivation alors? Parce que dans un monde à 10 secondes, le CV, la lettre, ça ressemble à un dinosaure, non? On l'enterre? Si on regarde juste les chiffres, oui. Moins de 30% des candidatures ont une vraie lettre aujourd'hui. Et sur ces 30%, les études d'eye tracking prouvent que la moitié ne sont même jamais ouvertes. D'accord, donc mathématiquement, on arrête de se prendre la tête avec ça. Alors, ce serait la conclusion logique, mais il y a un gros « mais ». Si la lettre bateau, la lettre générique, est morte, la lettre stratégique, elle, peut doubler les chances d'entretien. Sérieux? Doubler les chances. Mais dans quelles conditions? Pourquoi un recruteur s'arrêterait pour lire d'un coup? Principalement quand il y a une dissonance dans le CV. Tu vois, un trou de 2 ans, une grosse reconversion ou un changement de secteur bizarre. Le CV, il montre le quoi. Et si c'est atypique, le recruteur veut le pourquoi. Ah, pour assurer en fait. Exactement. Sans explication, un profil ambigu, c'est un risque. Donc, on l'écarte. Avec une ligne d'explication logique, ça devient hyper intriguant. Et puis, ça marche super bien pour les PME. Dans les boîtes de moins de 50 personnes, le boss recrute lui-même. Là, la lettre est lue dans 60% des cas parce qu'il cherche un humain, pas juste un robot à tâche. Ok, donc la lettre survit, mais comme un outil de désamorçage ou pour les petites boîtes. Mais par contre, pitié, dis-moi qu'on oublie la fameuse dissertation en 3 parties, vous l'entreprise, moi le candidat, nous le futur ensemble. Oh mon Dieu, oui. Ça, c'est un repoussoir absolu. Le format qui marche maintenant, c'est un message hyper direct, quasi un email l'accroche. Ça doit pas dépasser 5 lignes. C'est très contraint. On repère un besoin, on donne une preuve qu'on sait le gérer et on propose un appel. Concrètement, si on devait l'écrire là maintenant, au lieu de dire « suite à votre annonce parue ce jour dans vos colonnes », on dit quoi? On coupe tout ce gras, direct. Tu dis par exemple « J'ai vu que vous déployez cette technologie en Europe cette année. J'ai piloté le même projet l'an dernier. Sur 2 pays, on a réduit les délais de 20%. Je pense pouvoir vous aider à sécuriser cette transition. Vous auriez 10 minutes mardi pour en parler ?» Waouh! Chirurgical! Ça enlève une charge mentale de malade. Fini la page blanche où tu cherches des synonymes compliqués pour dire que t'es motivé. C'est juste une proposition de valeur. Le but, c'est de supprimer la friction. Un message court, centré sur le problème de l'entreprise, c'est 1000 fois plus fort que des flatteries. Et ça, c'est un vrai changement de posture. Mais alors, il y a un autre canal énorme, c'est LinkedIn et les profils en ligne. Parce que là, j'ai l'impression que c'est le plus grand cimetière d'Internet. Les gens mettent leur CV et puis ils attendent. Et ils peuvent attendre très longtemps. C'est ce que font la plupart des candidats. Mais la donnée qui casse tout, c'est que plus de 80% des recruteurs vont checker le profil LinkedIn avant même de proposer un entretien. Souvent même avant d'ouvrir le CV en pièce jointe. Attends, avant même d'ouvrir le CV. Donc le profil vitrine qu'on met à jour tous les 3 ans, c'est mort? Complètement. L'algorithme de ces plateformes, il récompense l'activité. Un profil qui dort, il est invisible. Publier un truc même une fois par semaine, ça multiplie par 3 à 5 l'apparition dans les recherches des recruteurs.
Et puis, des détails tout bêtes. Une photo pro récente, c'est 14 fois plus de vues. Ok, mais là, je vais faire l'avocat du diable. Quand tu vas sur LinkedIn aujourd'hui, c'est devenu le royaume du storytelling larmoyant, des leçons de vie pour faire du buzz. Beaucoup de professionnels sérieux ont juste pas envie de devenir des influenceurs, quoi. Et c'est une barrière mentale hyper légitime. Mais la bonne nouvelle, c'est que les recruteurs cherchent pas des influenceurs. Ils cherchent des experts. Pas besoin de raconter sa vie ou de faire pleurer dans les chaumières. Il suffit juste de montrer de la compétence brute. Mais ça ressemble à quoi un poste pour montrer sa compétence sans faire le showman? Il y a un exemple parfait dans les données. C'est l'histoire d'un développeur qui galérait à trouver un taf. Il a arrêté d'envoyer des CV à la chaîne et il a juste commencé à poster des petits retours d'expérience technique. Genre des trucs du quotidien? Ouais. Un jour, il poste. Aujourd'hui, j'ai eu un problème sur une base de données. Ça mettait 4 secondes à charger. J'ai modifié ces 3 lignes de code et le temps est tombé à 0,2 secondes. Point. Pas d'émotion, pas de blabla. Un problème, une action, un résultat. Et ça a marché, ce truc super basique, hein. Ce post, il a fait plus de 12 000 vues organiques. Et surtout, 3 recruteurs l'ont contacté en direct parce qu'ils cherchaient exactement quelqu'un pour optimiser leur base de données. En 5 lignes, il a généré des offres entrantes. C'est fou, ça montre bien le changement de paradigme. Avant, le CV, la lettre, le profil, c'était 3 corvées séparées. Maintenant, c'est un écosystème en fait. C'est ça, la vraie stratégie en 2026, c'est la cohérence globale. Le CV chiffré sert d'hameçon. Il capte l'attention en 10 secondes. Le recruteur clique sur LinkedIn, il voit l'activité qui prouve l'expertise. Et le petit message direct de 5 lignes, il sert de déclencheur pour l'entretien. Et ça nous amène au cœur du réacteur. Parce que la donnée la plus dingue de toute l'analyse, c'est que 30 à 50% des postes en France sont pourvus sans jamais avoir fait l'objet d'une annonce. La moitié du marché est cachée. Mais pourquoi les boîtes font ça ? Ah bah, pas par secret industriel, je te rassure. C'est juste par flemme et pour gagner du temps. Publier une offre aujourd'hui, c'est se prendre 800 CV en pleine tête. C'est l'enfer à trier. Du coup, les managers chargent dans leur réseau ou alors les recruteurs chassent en silence sur LinkedIn. Ce qui veut dire que la technique d'envoyer 200 CV un peu partout, c'est mathématiquement perdant. On se bat tous pour la moitié visible en ignorant complètement l'autre moitié. Exactement. Et la différence de rendement, elle pique. Quelqu'un qui envoie 20 candidatures ultra ciblées, donc le bon contact, le message de 5 lignes, il a entre 5 et 8 réponses positives, contre 200 CV balancés à l'aveugle sur des sites d'annonces qui donnent même pas 10 retours, tous négatifs. Psychologiquement, c'est un point de bascule. La méthode générique, c'est ce fameux rage playing. Ce truc où, à 2h du mat', t'en as marre, t'es frustré et tu cliques sur « postuler à tout va » sans même lire les annonces. C'est le meilleur moyen de bousiller son estime de soi. Alors que l'approche chirurgicale, elle redonne le contrôle. Et c'est là qu'on touche le fond du problème. Tout ça, cette fatigue mentale, c'est la clé de voûte de nos études. Le problème du recrutement aujourd'hui, il n'est pas technique. Les algorithmes, c'est que des symptômes. Le vrai problème, il est purement cognitif. Cognitif. Genre, le blocage est dans la perception même de l'information. C'est la plus grande révélation de tout ce dossier. Les candidats surestiment de fou la clarté de leur message. Ils connaissent tellement leur propre parcours qu'ils s'imaginent, de très bonne foi, que le recruteur va relier les points tout seul. Ah ouais, le classique. Il verra bien que si j'ai géré ce budget-là dans telle entreprise, je suis grave capable de piloter son projet. C'est évident. Et c'est tragiquement faux. En face, le cerveau du recruteur, il est en surchauffe totale face à l'avalanche d'infos. S'il doit traduire un truc, s'il doit déduire une compétence ou chercher un acronyme, il le fait pas. Il zappe. Le profil est éliminé direct. C'est fou. Ce n'est jamais un manque de talent du candidat. C'est un problème de friction cognitive. Si c'est pas d'une évidence absolue, c'est poubelle. Donc, si on résume, le drame des candidats qui sont bloqués, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste un message trop complexe qui se heurte à un cerveau fatigué par un système cassé. La solution, c'est pas de faire plus d'heures ou d'inventer des expériences, c'est de retrouver cette fameuse clarté. Une clarté radicale. Et c'est pour ça qu'il y a des actions super concrètes à mettre en place tout de suite après nous avoir écoutés. On y va pour les devoirs alors, une méthode en 3 étapes. La première, c'est le test de réalité du CV. L'idée, c'est de donner son CV à un pote qui ne connaît rien dans notre métier et de le laisser montre en main 10 secondes. Si à la 11e seconde, il ne sait pas dire quel est le poste visé, on jette et on recommence le titre et l'accroche. Deuxième étape,
la lettre de motivation. Prenez la dernière lettre que les candidats ont écrite, ce long pavé angoissant. Et il faut le réduire impitoyablement à 5 phrases. Direct, besoin de l'entreprise, épreuve chiffrée. Et enfin, la troisième étape, le grand nettoyage de printemps. Sur le PDF comme sur LinkedIn, on traque et on efface tous les adjectifs creux, les dynamiques, motivés, force de proposition. On enlève tout si c'est pas suivi d'un résultat vérifiable. On laisse que la preuve brute. Et toute cette épuration, ça amène une réflexion vraiment puissante sur notre propre valeur. Si on imagine que chaque candidature, c'est un produit qu'on doit vendre en 10 secondes dans un supermarché immense. Ouais. La question c'est, est-ce que l'emballage actuel du parcours donne envie de s'arrêter dans le rayon A? Ou est-ce que l'étiquette est tellement compliquée que les gens passent direct au produit suivant sans même ralentir? C'est ça la vraie question.